Bonjour. Donc je vais poser au nom de Webedia, quelques questions sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un nouveau producteur ou être un nouveau diffuseur. Je fais une petite intro sur moi pour vous dire que le trait d'union que je fais, en fait, j'ai 40 ans, j'ai passé 10 ans dans l'audiovisuel, donc en production, pas chez un diffuseur. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis dans le digital. J'ai deux métiers qui sont un métier de producteur vidéo et un métier de directeur de la création et des contenus. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis gentil et mytho. En vrai, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, je ne sais pas si le nom de Webedia est extrêmement connu, même ici. Arte, on connaît, France Télévisions, on connaît. Je pense que même Golden, si ce n'est Network, au moins Moustache, on connaît. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez vraiment entendu parler de Webedia, ou en tout cas de la marque Webedia. Le groupe est assez connu, enfin, par différents aspects. Le nom, pas forcément. C'est pas un nom très grand public. Donc les questions, c'est qui est Webedia, qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on va. Webedia, ça ressemble un petit peu à ça aujourd'hui, la photo de famille. Donc on retrouve un des personnages de la présentation de Gilles, qui est Squeezie, ce YouTuber grand public qui parle énormément de gaming. On retrouve des sites internet, on retrouve des applications, on retrouve en fait une espèce de galaxie qui définit très certainement ce qu'est un nouveau média. Ça, c'est la photo aujourd'hui. En fait, Webedia, c'est un groupe relativement récent qui se définit encore comme une grosse start-up qui a été montée il y a à peine plus de 10 ans. Et le point de départ, il est assez original. Le point de départ, ça ressemble à peu près à ça. Je dis à peu près à ça, ou même très exactement à ça. Cette photo assez connue, on oublie qu'elle a déjà presque 11 ans, était une exclusivité à l'époque d'un nouveau média qui s'appelle Pure People, et qui est le bébé de deux entrepreneurs qui se sont dit la presse n'a pas très bien compris le changement de paradigme lié à l'avènement de Google, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire un site internet et qu'on ne maîtrise pas le moteur de recherche, qu'on ne maîtrise pas Google, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et les médias traditionnels qui n'auraient pas fait le virage, on va pouvoir leur faire la démonstration qu'en construisant quelque chose from scratch sur le moteur de recherche Google, on est capable de créer un média leader en très peu de temps. Donc les deux entrepreneurs qui ont monté Pure People viennent absolument pas de la presse People. En l'occurrence, ils se sont associés avec une dame qui vient de là, qui fait un peu les gros titres de la presse en ce moment, qui est en gros la papesse des paparazzi. Mais voilà, ils se sont dit, on croit tellement au modèle Google sur le digital qu'on va en faire la démonstration en partant d'un endroit où la presse est en retard. C'est la presse People, on va voir ce que ça donne. Et en très peu de temps, ils ont fait de Pure People d'assez loin le leader de cette presse. Et encore une fois, c'est plus un exercice de style d'ingénieur ou d'entrepreneur qui comprend qu'il y a un changement de modèle sur les médias, mais pas une volonté de prendre la parole sur un sujet en particulier. Fort de ce constat, ils se sont dit, OK, ce qu'on a été capable de faire sur la presse People, c'est une démarche, encore une fois, d'entrepreneur qu'on peut avoir sur l'ensemble ce qu'on appelle des verticales. Donc on va pouvoir avoir la même démarche sur le cinéma, sur le gaming, sur la mode, food, travel, culture, et de se dire, travaillons les écosystèmes digitaux pour ce qu'ils sont, avec des nouveaux codes, des nouvelles règles, des nouveaux taulier qui, à l'époque, s'appelle essentiellement Google. Encore une fois, on est en 2007, 2008, 2009. Facebook n'a pas totalement disrupté le marché comme ils vont le faire peu d'années après. Donc, en gros, soit on travaille avec Google, soit on ne travaille pas. Et là-dessus, Webedia s'est dit, nous, on va essayer d'être leader sur les terrains sur lesquels on va investir. Donc, Pure People sur la presse People. Allociné 750 grammes ne sont pas des créations, sont des rachats. Jeuxvideo.com, idem, et Pure Break, qui est pour le coup un lancement from scratch, pareil, sur une logique de SEO, donc de travail auprès des moteurs de recherche pour faire en sorte que le contenu émerge. Ça, c'est le succès de non seulement une vision, mais également d'être adossé à un entrepreneur français qui s'appelle Marc Ladret de la Charrière, qui a fait confiance à ces deux entrepreneurs en leur disant, OK, votre modèle,
j'y crois, votre vision, j'y crois, donc je vais vous donner les moyens de vos ambitions. Et c'est avec des capitaux que des sites comme Allociné ou jeuxvideo.com, qui sont des sites qui représentent beaucoup de millions de visiteurs uniques par mois, ont pu être rachetés. Webedia, aujourd'hui, le trailer corpo qu'on a, ça ressemble à un truc comme ça. Ça, c'est pas une bande-annonce à l'américaine. Je sais pas ce que c'est. Au-delà des moyens un peu tonitruants pour faire passer un message, ça veut dire que ce groupe est passé ce qui était clairement un média digital, à un groupe un petit peu plus protéiforme, où les mots-clés sont devenus le contenu, la technologie. Le commerce, ça nous concerne pas trop aujourd'hui, mais c'est une façon de se dire, quand on est un média digital, quel est notre business model? Est-ce que la publicité suffit à une époque où les adblocks font que les modèles publicitaires traditionnels du digital se cassent la gueule? Donc également des questions de distribution, ce que Gilles disait très bien tout à l'heure. Est-ce qu'on doit demain obliger les internautes qu'on veut monétiser à venir sur Pure People, ou est-ce qu'il faut aller les rencontrer où ils sont, c'est-à-dire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube? Donc ce sont des points de tension très forts lorsqu'on est un média, parce qu'on va avoir la maîtrise de son business model, et en même temps c'est un peu compliqué de s'amuser à jouer contre les GAFA. Donc on joue pas contre, on joue avec. Ça, c'est donc ce qui s'est passé pendant 10 ans. Donc, ça part de Pure People, ça agrège d'autres sites, ça commence à faire de la production de contenu. Et il y a un peu moins d'un an, les fondateurs se sont dit, OK, on a un rêve qui est un rêve de transformation du modèle Webedia, de construire sur la base et d'aller un petit peu plus loin. Ce rêve, ça ressemble à un truc comme ça, c'est-à-dire d'avoir le nom de Webedia sur... Est-ce que c'est un silo à grains? Oui, ça doit être un truc comme ça aux États-Unis. D'avoir des... Non, c'est pas ça? Si. D'avoir du contenu qui se balade sur des objets connectés qu'on trouve un petit peu partout, également en télévision, également dans les salles de cinéma, également sur des gros événements, et pourquoi pas sur du brick et mortar demain. En fait, ces slides pour dire que Webedia se pense aujourd'hui comme une entertainment company. Donc c'est un glissement sémantique qui n'est pas tout à fait anodin. Quand on est historiquement un média digital et qu'on glisse vers l'entertainment company, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le média est en fait un moyen essentiellement pour rassembler les communautés et les toucher. Mais ça devient plus un moyen qu'une fin. La production devient finalement l'outil au cœur du système. Donc Webedia va de plus en plus se définir comme un producteur de contenu, ce qu'il est déjà en mode Monsieur Jourdain, mais qu'on va affirmer et qu'on va mettre beaucoup plus au cœur du modèle. Créer de nouvelles expériences, c'est l'audiovisuel en toute première ligne. On produit énormément de vidéos chez Webedia, et c'est pour cette raison que j'ai rejoint le groupe il y a maintenant 4 ans. Mais le jeu vidéo aussi, à l'instar de ce que peut faire Arte dans des chemins extrêmement différents. On souhaite également se positionner comme producteur de jeux vidéo, et on est actuellement producteur d'un jeu qui est encore en bêta, qui est un jeu grand public de Battle Royale. On va sur ce terrain pour une raison simple, parce que c'est un terrain sur lequel on est légitime en tant que média. Donc quand, en tant que média, vous avez le site leader en France qui s'appelle jeuxvideo.com, et que vous avez les plus gros influenceurs de France pour
parler et commenter. On a vu l'exemple avec Squeezie tout à l'heure. Vous avez une caisse de résonance qui vous permet, le jour où vous mettez énormément de ressources pour créer un produit, de faire en sorte que ce produit il ait déjà une résonance médiatique. Et également sur de l'événementiel ou du spectacle vivant, sachant qu'on est adossé à un groupe donc, qui s'appelle Fimalac, qui possède notamment les plus gros tourneurs de France et pas mal de salles. Donc il y a également beaucoup d'industries dans le groupe pour faire des partenariats croisés. Quand je dis les plus gros tourneurs, comment s'appelle-t-il enfin, le plus gros, Gilbert Coulier, voilà, est l'un des principaux tourneurs du groupe, et on possède également la plupart des zéniths de France. Et ensuite, e-commerce, puisque encore une fois se pose la question du modèle quand on est un nouvel acteur de production essentiellement digital. Comme Adrien a pu vous l'expliquer tout à l'heure, le modèle de départ de ces sites, de ces multi-channel networks, c'est un modèle publicitaire, même si on l'a fait sans se l'avouer, parce qu'on a longtemps cru à un moment que sur YouTube, juste avec la rotation des publicités, ça pourrait être un modèle. C'est pas le cas. Le modèle qui prédomine aujourd'hui sur l'internet gratuit, c'est un modèle dit de brand content, donc des vidéos qui sont sponsorisées, financées en intégralité par des annonceurs, qui peuvent donner des contenus parfois maladroits et malheureux, et puis parfois des productions super intéressantes, super créatives, parce que les cartes blanches sont données à des producteurs de contenu, et qu'il se passe des rencontres très intéressantes, notamment sur tout ce qui est pop culture. Quand vous travaillez dans l'industrie du jeu vidéo, du divertissement, et que vous mettez des influenceurs en face qui sont fans de ces contenus, vous pouvez avoir des productions originales extrêmement intéressantes, qu'elles soient financées ou pas financées. Nous, on est arrivé à la conclusion que il y avait un choc de culture dans les nouvelles générations et les médias audiovisuels. On le voit finalement avec la mutation d'Arte telle que Gilles nous l'a présenté. On est obligé d'aller à la rencontre. La télé n'est évidemment plus un tube cathodique, mais n'est pas non plus qu'un flat screen 4K, c'est bien autre chose que ça. Bien sûr que les formats verticaux sont une réalité, qu'à partir du moment où il y a des fictions qui se font de plusieurs minutes en format vertical, on va bien être obligé d'appeler ça de l'audiovisuel. Donc les frontières, en fait, sont de plus en plus poreuses. On voit plus trop où est-ce que commence l'audiovisuel, où se termine le digital, à quel moment on mettrait une frontière qui s'appellerait cinéma. On se rend compte finalement qu'aujourd'hui, lorsqu'on est producteur de contenu et qu'on souhaite s'adresser notamment aux nouvelles générations qui elles-mêmes passent d'un écran à l'autre sans couture, comme on dit aujourd'hui, il faut être très souple sur son modèle. Donc ça pose la question des nouveaux producteurs. Nous, on est parti d'une affirmation un peu forte il y a 3 ans, qui consiste à dire, alors c'est très réducteur, mais ça a le mérite d'être simple quand on le dit comme ça, les talents sont les nouveaux médias. On le dit d'autant plus volontiers que nous, on s'est constitué comme un groupe média. Donc si on arrive à la conclusion que les talents sont les nouveaux médias, c'est aussi une forme d'humilité, de se dire, le jour où on veut aller notamment sur les réseaux sociaux, c'est peut-être beaucoup plus compliqué d'essayer de créer des marques que de s'appuyer sur les talents. Et finalement, on commence à avoir pas mal de recul. Studio Bagel doit exister depuis 6 ans. Golden Moustache, à peu près pareil. Webedia fait de la production sur YouTube depuis à peu près le même temps. Finalement, à l'exception d'un Studio Bagel, d'un Golden Moustache et de quelques autres, mais qui sont pas les plus gros, si vous regardez les principaux diffuseurs sur YouTube, ce sont des individus. Ce ne sont pas des groupes constitués, ce ne sont pas des médias, ce ne sont pas des sociétés de production, ce ne sont pas des diffuseurs. Il n'y a pas des marques médias qui ont explosé sur le YouTube français, à moins que vous puissiez me donner un contre-exemple. Je parle du YouTube français parce qu'à l'international, on pourrait citer des exemples comme Red Bull, mais finalement, YouTube est quand même plutôt l'apanage de talents. Si vous prenez les 3 premiers français, ce sont des talents sur lesquels nous, Webedia, on a décidé de miser en rachetant il y a 3 ans le réseau de talents qui les regroupe et qu'on voit sur cette... non, il en manque un, il n'y a pas Squeezie sur cette photo, mais qui sont Cyprien qui doit avoir un peu plus de 12 millions d'abonnés sur YouTube aujourd'hui, Norman qui doit en avoir 11 et Squeezie qui doit en avoir 9. Donc on se dit, c'est lorsqu'on veut attaquer
une plateforme et des codes, il faut comprendre quels sont les médias. Donc ce ne sont évidemment pas que des médias, ce sont des talents qui maîtrisent une forme d'écriture, une forme de production et qui ont une relation extrêmement particulière à leur public. Donc finalement, c'est pas tout à fait le cas sur Facebook, mais c'est un peu le cas sur Instagram aussi. Ce sont plutôt des plateformes d'individus, où on a une communication de peer-to-peer, ce qui n'empêche qu'on peut avoir de la production très intéressante là-dessus. On peut faire des partenariats pour faire de la production value, mais YouTube reste historiquement un lieu où un influenceur fait un podcast de 10 minutes pour une base d'abonnés extrêmement conséquente et qui ne nécessite pas forcément par essence de mettre énormément d'investissement en production. La grammaire peut être extrêmement légère et là aussi il faut qu'on ait l'humilité de se dire moi j'ai suivi des aventures entrepreneuriales il y a 4 ou 5 ans de groupes audiovisuels qui voulaient s'attaquer à YouTube. Le réflexe consistait à se dire à nous deux, YouTube nous voilà, on va enfin mettre la qualité de production télé sur YouTube et vous allez voir ce que vous allez voir. C'était une attaque frontale d'un réseau qui n'en avait pas besoin, qui n'avait pas besoin de faire de la production de 20 minutes, qui n'avait pas besoin qu'on tourne à la Harry Alexa, qui n'avait pas besoin qu'on fasse voilà, ce qui n'empêche que ça peut arriver. Et on voit d'ailleurs la révolution que YouTube essaye d'opérer avec YouTube Premium, mais toutes les plateformes ont des codes, des usages, des grammaires extrêmement différentes. Facebook ne sera pas Netflix. YouTube veut être Netflix. Aujourd'hui, YouTube est très loin d'être Netflix. Donc nous, en tant que entertainment company, néo-entertainment company dans cet environnement, on doit se poser la question de qui on veut toucher, sur quelle plateforme, comment, pour écrire quel type d'histoire. Et il y a autant de réponses qu'il y a de plateformes, qu'il y a de cibles, qu'il y a d'usages. Donc nous, on s'est appuyé on a décidé de constituer un des premiers réseaux de talents au monde. On doit être aujourd'hui, en tout cas d'après ce qu'on s'en dit en interne, mais ça ne doit pas être si loin que ça, on doit être le 3e réseau d'influenceurs dans le monde, en sachant qu'on s'est essentiellement appuyé sur 2 verticales qui sont l'humour et le jeu vidéo. On a le premier influenceur européen dans notre réseau, qui est un Espagnol qui s'appelle El Rubius, qui est l'équivalent de Squeezie en Espagne, qui a le mérite de parler à tout le continent sud-américain lorsqu'il fait une vidéo. Donc il fait régulièrement des vidéos à 30 millions de vues. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une fiction de 26 minutes écrite au scalpel. Ça veut juste dire que sur ce réseau-là, il y a des influenceurs qui sont capables, de façon hebdomadaire, voire quotidienne, de toucher plusieurs millions de personnes. Alors nous, Webedia, on produit déjà nativement en tant que publisher, c'est-à-dire avec nos marques médias, et on s'adapte aux plateformes et on va également accompagner l'évolution des plateformes. Là, je voulais juste vous montrer une vidéo assez récente qu'on a faite. Alors, j'ai mis le player YouTube parce qu'il est facile à embedder, mais c'est une vidéo qui a été pensée sur Facebook. How would you describe the style and the work of Jacques Audiard? I wouldn't. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. Coup de tonnerre, Jacques Audiard veut réaliser un western. Pourquoi avez-vous choisi de faire un western? Parce qu'on me l'a proposé. John C. Reilly nous a présenté le livre alors qu'on présentait à Toronto The Rouillé Dog. Fish in the sea. Why did I choose to do this? Because the book was so compelling and so original. J'ai lu le livre, j'étais absolument enthousiaste. Et donc on s'y est mis, mais entre-temps, Jacques a fait Dipan, moi j'ai réalisé aussi un film, Les Cowboys, avec John C. justement. Et donc ça a été un long processus. S-I-S-T-E-R-S. Sisters. Like sisters. Tout le travail a été un travail qui consistait à s'éloigner du livre, à trouver... C'est juste pour vous montrer vous êtes habitué sur Facebook à des formats où l'écriture vient se mettre en surtitre, enfin ce qu'on appelle en France le format à la brute, mais qu'on appelle à l'étranger le format BuzzFeed ou Nowthis ou AJ+, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la grammaire sur Facebook. On peut s'autoriser des prises de parole de 10 minutes. C'est juste pour vous montrer que cette production value ressemble quand même pas mal à un magazine télé.
ou un sujet de reportage d'un magazine télé. Il n'y a pas la production value d'un 7 à 8, mais c'est une grammaire qui est un petit peu nouvelle et qui nous rassure sur le fait que les plateformes ne sont pas figées. On produit également ce genre de choses sur un autre site qui est Pure Break. Ce sont des productions en tant que média. Donc on veut parler de musique, on veut parler de divertissement. Le digital est à 80% aujourd'hui composé de vidéos et c'est plutôt bien parti pour pas s'arrêter si on lit tous les mêmes études. Donc un média comme nous est obligé de s'adapter, d'intégrer les outils de production et donc in fine de se muer en producteur. Ça c'est une vidéo que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est encore en cours de montage sur Vimeo. C'est un documentaire d'à peu près 26 minutes qui a été financé par un partenaire et qui est en fait une espèce d'énorme saga sur l'alcool dans le monde. Donc ça s'appelle I Have a Drink. Le premier épisode a été tourné intégralement au Mexique. Le partenaire s'appelle World Best Bar, qui est une filiale du groupe Pernod Ricard. Mais donc on commence à fabriquer des formats un peu long, parce que 26 minutes pour du YouTube, ça commence à être un peu long. C'est du pur documentaire et c'est tout nouveau. Ça, je vous montre rapidement une vidéo qu'on a faite. C'est une publicité sous forme de fiction. Ma gueule ou quoi? Je dis c'est de la merde, ta pomme. Je me dis qu'il ne faut que tu me diras pas de quoi tu veux dire. Je me dis que t'as bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la dernière fois, je te dis. Putain. J'ai assez m'en vu, je m'en rapproche. Vas-y, amène, hein, amène. Mets tes spies, amène qui tu veux, vas-y. Je suis là. On t'attend. Bien reçu. On va les gaufrer cette fois, ces bâtards. Je te laisse, il faut que je tue quelqu'un. Coupé. Allez, top. Jérôme, tu prends le relais. Ok, la double cascade arrive. Mélissa, make-up. Ah non. Là, c'est juste pour illustrer ce que Adrien disait très bien tout à l'heure, c'est aujourd'hui on commence à voir avec une écriture digitale de la production value qui devient, je crois, pas totalement ridicule. Alors qu'on n'est pas du tout dans l'économie de la production pub classique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins cher, que c'est une écriture... C'est pas de la pub en tant que telle, c'est vraiment du brand content dans le sens où c'est une fiction, une espèce de court-métrage de comédie originale pour promouvoir très clairement les nouvelles technologies embarquées dans la Golf 7, qui s'appelle Lane Assist, Front Assist, mais ça a été mis au service d'une écriture
que vous retrouvez dans les codes de YouTube d'aujourd'hui, notamment chez nos camarades de Golden Moustache ou Studio Bagel. Et Ludoc, le réalisateur qui a réalisé cette vidéo, est le réalisateur historique du Studio Bagel sur Canal+. Donc voilà, on a fait pas mal de productions pour des marques. Je vais vous montrer juste une. C'est un trailer de ce qui ressemble vraiment à une émission de télé sans le budget. Ça a été une émission tournée à 9 caméras dans un studio avec 3 fois moins de public qu'ici, mais dans des configurations qui ressemblent totalement à des plateaux télé, donc totalement payés par l'annonceur qui est en l'occurrence Maybelline New York, une marque du groupe L'Oréal. Mais vous voyez qu'on flirte très clairement avec le terrain de l'entertainment audiovisuel tel qu'on le connaît en télé. Je vous montre très rapidement une vidéo qui, pareil, est une vidéo de brand content. Quand je vous disais que la rencontre entre un influenceur qui aime un terrain en particulier et un annonceur de ce terrain, là, en l'occurrence, il s'agit d'Overwatch, qui est un jeu vidéo. On a demandé à Squeezie de faire un clip et un rap de lancement pour Overwatch. Lui, il est joueur de ce jeu, donc il a voulu faire de la production value très haut de gamme. On n'est pas sur du placement de produits discret, on est au contraire sur de la très grosse production value qui va montrer les aspérités, l'ADN d'un jeu vidéo. C'est la vidéo la plus vue sur YouTube en 2017. On parle de 39 millions de vues. Je la retrouve. West, je suis le king d'Overwatch, personne ne peut me tester. Un poncho bariolé, les poches pleines de billets. Dis-moi sur qui t'as parié, moi j'ai 6 coups dans le barillet. Face à toi rien à craindre, j'ai mis mon gilet pare-balles tringue. Je te mets du plomb dans l'air, un air de piano basse tringue. C'est le bal trap, il me suffit d'une balle pour te faire tomber ma poule. Y'a le bon, la brute et y'a Jessie McCree. Je dis plus vite que ton ombre et ta tête. Voilà, c'est de la jolie production value pour ce qui reste un clip de brand content. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait sur les dernières années, donc plutôt dans une dimension brand content. Donc moi, mon rôle en tant que directeur de la création chez Webedia a été plutôt d'accompagner le travail qu'on faisait pour les marques, parce qu'encore une fois, le business model de Webedia est construit sur les marques. C'est en train de glisser, parce qu'en fait, fort de ce qu'on a construit sur 10 ans et des ressources qu'on a aujourd'hui en production, on est en train justement de déraper vers d'autres business models qui sont notamment de vendre du contenu premium à des plateformes qui peuvent l'acheter. On a quelques exemples. Nous avons lancé il y a à peu près un an une chaîne 100% dédiée au e-sport qui s'appelle ES1 ou ES1, qui est distribuée sur un certain nombre de plateformes de ce qu'on disait CabSat à l'époque, mais en fait les box. Je vous montre juste le trailer pour que vous puissiez voir.
Donc vous le comprenez dans le trailer, c'est la construction d'une grille de programme classique en télévision, qui est produite à 70% par le groupe. Les 30% restants, c'est de l'acquisition de droits de compétition e-sport, mais c'est une chaîne qui est quasiment intégralement produite en interne. Et je voulais vous montrer deux autres choses. On sort aujourd'hui sur une application. Donc c'est un nouveau mode de diffusion. Vous avez peut-être vu passer sur vos iPhones ou Android. Il commence à se passer de l'audiovisuel in-app. Et Guillaume Play, qui est un animateur télé et radio, a fait ce samedi une annonce sur sa chaîne YouTube pour dire sur quelle radio il débarquait à la rentrée. Après 4 mois d'absence, c'est enfin le retour. Vous allez le retrouver tous les soirs, du lundi au vendredi. La radio qu'a choisi Guillaume Play pour sa rentrée, c'est... Eh ben non, ça va pas se passer à la radio cette année, ça va se passer sur l'app The Game. Chaque soir à 19h30, on sera en direct d'un pays différent. Alors, ça sera peut-être l'Égypte. Les gars, y a pas un problème de raccord entre le monsieur et le fond là? Bon. En tout cas, merci d'être là. Chaque soir, à 19h30, on va avoir beaucoup d'invités, mais on va faire attention à une chose, c'est ne pas inviter des artistes qui se détestent, pour pas qu'on ait de soucis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On se calme, les chippies, on se calme. Alors, on va essayer de venir en direct de votre salon, ou peut-être en direct de la Maison Blanche, dans le salon de Donald, hein, si jamais il arrête de tweeter à un moment donné. Ah, je vous ai pas dit aussi, le plus important, je vous offre 1 000 € à 19h30 en répondant à quelques petites questions. Vous répondez bien et l'argent, c'est pour vous. Alors, vous allez vous demander comment on va faire pour aller en une journée de l'Écosse à Las Vegas. Merci Maxime. La réponse, elle est très simple. Bonjour monsieur, merci beaucoup. La réponse, elle est là. Alors téléchargez l'application les gars, elle s'appelle The Game, elle est gratuite. Je vous la mets dans la description et on se retrouve chaque soir à 19h30 avec des jeux, des invités et 1 000 € à gagner. L'aventure commence dès lundi, 19h30. Donc le lundi 19h30, c'est aujourd'hui. Donc on a la première ce soir de cette... c'est clairement une émission de divertissement, c'est du flux, c'est un vrai live de 30 minutes tous les jours de 19h30 à 20h avec une dotation. Donc ça ressemble là encore à une programmation télé. Le mode de diffusion est original, c'est pas YouTube, c'est pas Facebook, c'est une application sur laquelle vous retrouverez une émission en fait quotidienne et de l'interaction sur les 23h30 par jour où il n'y a pas de flux vidéo. Vous pouvez jouer en fait en ligne sur cette application. Je vais m'arrêter là. J'aurai pas mal de trucs à vous dire, mais juste pour vous dire, depuis 1 an, on travaille donc 10 ans en gros après le lancement de Pure People et la célèbre photo Carla Bruni et Nicolas Sarkozy chez Mickey. On a fait une annonce d'une association stratégique avec le groupe Éléphant d'Emmanuel Chin. C'est un nouveau paradigme pour nous, c'est une façon de se dire toute la production qu'on vient d'illustrer par les exemples qui précèdent, on a envie d'aller un petit peu plus loin, et d'aller un petit peu plus loin, notamment dans le domaine du documentaire et de la fiction. Et finalement, pourquoi on fait ça? Quand on regarde les annonces de Netflix en France, vous avez dû voir passer un petit peu tous ces nouveaux projets. Si on regarde bien, sont pas forcément des acteurs incroyablement établis qui font une démonstration de force sur ce qui est quand même de très très loin dans le monde la première plateforme de SVOD. Ça veut dire que, comme Adrien Labastière l'expliquait tout à l'heure, il y a des logiques en fait chez ces plateformes à faire appel à de nouveaux talents, de nouvelles écritures, parfois d'aller chercher des cibles un petit peu niches. Et nous, on se dit qu'on a une assez fine compréhension des écosystèmes digitaux, donc on a une assez fine compréhension d'un certain nombre de niches, de cibles, de communautés. Ça peut être la communauté de la pop culture, des super-héros, ça peut être la communauté du cinéma quand on a halluciné, ça peut être la communauté du gaming, du e-sport, et on a en plus la chance au sein du groupe d'avoir parmi les influenceurs qui font le plus référence sur ces communautés. Donc il nous reste à faire des partenariats solides pour proposer du contenu très premium, ce qu'on ne va pas voir
On va pas voir Netflix avec simplement notre production in-house qui est capable de faire les vidéos que vous venez de voir là. On a envie de s'adosser à des gens qui ont une plus grande maîtrise que nous de l'écriture fiction en 22, 26, 52 minutes. Et on s'appuie également sur un pool de talents de producteurs, notamment Ludoc, que vous avez vu dans la vidéo Volkswagen, qui est vraiment le fer de lance de la nouvelle génération des réalisateurs de fiction ou d'action comédie sur YouTube depuis 5-6 ans. Et également Théodore Bonnet, qui a signé la réalisation de la série Groom, qui est la série de Studio Bagel pour YouTube Premium, qui a également signé une série qui s'appelle Calls, dont vous avez peut-être entendu parler, à défaut de la voir, puisqu'elle est quasiment sans image. C'est une série 100% sonore. Et Elephant Story, dont le track record sont des fictions pas forcément de comédie. Donc c'est ce mouvement qu'on a embrassé depuis un an, vers de plus en plus de production, de plus en plus de divertissement, de plus en plus de fiction, et pour aller monter en gamme sur de la production pour demain travailler avec des plateformes comme Amazon, Netflix, mais également des plateformes gratuites comme YouTube, Facebook. Donc c'était juste pour vous raconter l'histoire d'un site média qui démarre sur la presse People et qui se transforme en entertainment company en embrassant un mouvement qui est plus grand que nous et qu'on se contente de suivre. Et juste une dernière information, nous allons produire notre premier Prime pour France 2 qui sera diffusé entre janvier et mars de l'année prochaine, qui sera un Prime présenté par Laurent Ruquier autour d'un concours d'éloquence. C'est un projet qu'on fait en coproduction avec la société de Tristan Carnet, qui est le principal réalisateur d'émissions de flux à grand spectacle en France. Donc voilà, c'est également pour vous montrer dans quelle dynamique on se met aujourd'hui. En vous remerciant. Merci beaucoup Romain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout en haut. Tu fonces. Bonjour, j'aurais deux questions un peu différentes. La première, pour revenir sur le brand content, généralement, comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours la marque qui est à l'origine du projet, ou est-ce que vous arrivez à proposer des idées qui vous paraissent pertinentes et qui pourraient intéresser certaines marques? Et ensuite, j'avais une autre question sur comment vous travaillez avec des producteurs, parce que là, vous avez parlé de IDZ et Elephant. IDZ, je crois que ça, vous avez racheté IDZ. Elephant, je sais pas, je pense pas. Elephant, on est en partenariat très avancé. Ok. Et du coup, est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres producteurs ou de sous-traiter de la production exécutive pour certains projets? Alors oui, je vais répondre à la première question. La première question d'abord. Sur du brand content, c'est assez rare que l'idée vienne de nous. Soit parce qu'on a le luxe chez Webedia d'être en contact avec énormément d'annonceurs, donc d'avoir une très forte demande. Donc moi j'ai une équipe d'à peu près 40 personnes qui travaillent au quotidien à imaginer des concepts créatifs de brand content. Ces 40 personnes ne travaillent qu'en réactif. Ce n'est que des appels entrants. Et on s'est dit que c'était un peu dommage, parce que ça ne nous permet pas d'imaginer une idée totalement loufoque, encore plus créative, que demain on irait pitcher un annonceur. Par la force des choses aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, ni besoin, de faire de la création from scratch, et on a énormément de sollicitations des marques. Demain, on va essayer de prendre du temps pour justement imaginer des choses qui sont à la frontière entre du brand content et de la propriété intellectuelle, de l'IP, qu'on pourra développer en partenariat avec un annonceur, mais qui pourrait nous appartenir. Donc en général, et je pense qu'Adrien vous dirait la même chose du côté de Golden Moustache, Golden Network, ce sont des appels entrants de Orangina, Coca, Mondelez, souvent des gros acteurs de l'industrie agroalimentaire, et pas que, Volkswagen, comme j'ai pu vous le montrer. Sur la façon dont on travaille avec des producteurs, nous avons fait le choix de développer nos moyens de production. Donc nous avons en effet racheté la société IDZ il y a un peu plus d'un an. On est en partenariat
extrêmement développé avec Elephant pour faire des choses ensemble. On s'interdit absolument pas de travailler avec d'autres. C'est assez rare qu'on ait besoin de donner la production exécutive à un tiers. C'est assez rare. Ça peut être le cas lorsqu'on est sur des terrains qu'on maîtrise pas. Si demain je dois faire une série en réalité virtuelle, je m'adosserai avec quelqu'un qui le fait mieux que moi. Je chercherai pas à développer la techno in-house. De la même manière, si on doit faire de l'animation, on travaillera avec des producteurs d'animation. Si on doit faire une série qui fait appel à énormément d'effets spéciaux, on s'appuiera sur des gens qui maîtrisent des technos qu'on maîtrise pas. Mais sinon, faire de la production, on a chez Webedia aujourd'hui, je dirais entre 50 et 100 personnes qui font de la production vidéo au quotidien et qui peuvent s'appuyer ensuite sur un réseau d'intermittents. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la télé maintenant chez Webedia parce que, encore une fois, l'écriture est de plus en plus vidéo. Et il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Quand un de vos camarades demandait tout à l'heure si on pouvait désintermédier le producteur, je vous invite à ne pas le faire. Je vous invite à ne pas le faire dans le sens où la production est un métier de compagnonnage et toutes les conneries qu'on fait en production, il y a besoin de les comprendre. C'est pas le métier du diffuseur et c'est pas le métier de l'auteur. Pour le coup, qu'il y ait un intermédiaire qui cadre un projet, quel que soit le côté ultra fou éditorial que ça puisse avoir, ça demande une grosse pratique et nous, on a été obligés de se développer. Mais si un producteur tiers arrive avec un projet qui nous intéresse, on pourrait le développer en coproduction. La vraie question, c'est quel est le business model ? Sachant qu'il y a peu de chances que j'aille, avec mes petits bras, développer un projet pour un annonceur en particulier. Donc le business model, c'est plutôt celui que je viens de vous présenter sur la fin. C'est demain, oui, on va aller voir les plateformes qui achètent du contenu. Et ça, on peut le faire ensemble. Et on aura un regard de producteur qui ne sera pas juste, qui sera le nôtre. Donc nous, on estimera que celui-là, il est bon ou qu'on est bien armé pour le défendre, nous, versus un autre producteur. Oui, c'était une petite remarque, c'est que le réalisateur de la série Calls, sauf erreur de ma part, c'est Timothée Hochet. Et pas Théodore Bonnet. C'est très juste, je me suis planté. Pas de problème. Rectifié. Bonjour. C'est ici. Une petite question concernant votre retour d'expérience sur les lives que vous avez produits, savoir qu'est-ce qui, selon vous, a bien marché en fonction de vos verticales. Qu'est-ce que vous pensez de l'interactivité dans les lives ? Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous en avez fait un peu ? Et puis voilà, et comment vous voyez le format live à l'avenir ? Je sais pas. Ça dépend de l'usage que vont promouvoir les plateformes. Beaucoup de producteurs sont mis à faire du live Facebook depuis un an et demi, parce que Facebook a poussé le live. Ça reste pas évident de faire de l'audience sur un live. Donc en général, une grosse partie de l'audience est faite a posteriori en VOD. En fait, tout dépend de quelle est votre plateforme de diffusion. Nous, on a fait un live, par exemple, avec Sananas, qui était une des premières youtubeuses beauté en France, mais qui fait des vidéos de la VOD. Donc, il publiait 1 à 2 fois par semaine des vidéos de 5 à 15 minutes. Le fait de faire un live avec elle sur une autre chaîne que la sienne, on perd en performance. Donc faire de la production value télé en diffusion live est absolument pas un gage de succès, parce qu'aujourd'hui l'usage que vous avez de YouTube, c'est pas un usage de live. L'usage que vous avez de Facebook n'est pas encore un usage de live. Encore une fois, Facebook le pousse, mais on n'en est pas là. Donc nous, on accompagne le mouvement. Peut-être que Facebook sera beaucoup plus live demain, c'est pas du tout exclu. Peut-être qu'Instagram sera beaucoup plus live demain, c'est pas du tout exclu non plus. Donc dès lors que les plateformes arrivent à toucher un public avec certains modes de consommation, nous, on va s'adapter, on va suivre le mouvement, mais on n'est pas... les retours d'expérience sont très humbles, il n'y a pas de recette. La seule recette, c'est quand sur YouTube, on fait une vidéo avec un des plus gros influenceurs de France, dans ses codes et à son rythme de diffusion, on est sûr de faire un carton. Et à plus forte raison, s'il y a une surprise dans la vidéo, s'il y a plus d'investissement que sur une autre vidéo. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on maîtrise totalement. Même sur les compétitions de jeux vidéo ? Sur les compétitions de jeux vidéo, il y a des jeux qui sont plus gros que nous. Quand vous faites une captation sur un jeu qui s'appelle Fortnite et que vous avez les plus gros joueurs du monde, vous êtes sûr de toucher des millions de joueurs. Si la compétition et si la captation se fait en anglais ou en multilangue, vous êtes sûr de toucher beaucoup de joueurs. Mais ça, c'est la valeur de l'asset. C'est comme quand vous mettez des caméras autour d'un match de foot en finale de la Champions League, vous êtes sûr de toucher du monde. Donc c'est pas tant la production value qui est intéressante là que
ce que vous filmez. Et en effet, il y a un phénomène sur des compétitions d'e-sport qui nous dépasse parfois. Il y a 3-4 licences qui peuvent faire des records d'audience absolument dingues. Les plus fortes audiences qu'on ait fait en France, en Europe et je pense même dans le monde en live sont sur des compétitions d'e-sport. En tout cas, très récemment, c'est parce qu'on avait les meilleurs joueurs et les meilleurs casters, c'est-à-dire l'équivalent d'animateurs, qui suivaient des compétitions où les meilleurs joueurs se tiraient la bourre sur Fortnite, en l'occurrence, qui est le jeu qui a le plus explosé dans les 6-9 derniers mois. Pour finir là, sur ce que disait bloqué Guillaume Play qui est ce soir, tu considères que c'est de la production value ou c'est du product qui va rencontrer son audience? C'est de la production value parce qu'on a décidé d'en mettre. En fait, ça fait à peu près 6 mois, 9 mois en France, peut-être quasiment un an, que vous avez vu émerger, enfin je ne sais pas si vous les avez vus, mais ça émerge, des applications qui vous proposent de jouer en live. Et ça, en fait, c'est un mélange de jeux vidéo très sommaire, c'est-à-dire c'est un quiz, et d'audiovisuel, puisqu'il y a un animateur live, en général sur un fond vert, qui fait le bonimenteur devant, en général, une caméra. Nous, on arrive en retard là-dessus, on a pris notre temps, on a vu un peu ce que faisait tout le monde. Il y a des questions très techno pour jouer en vrai direct interactif là-dessus. Et on s'est dit, OK, notre valeur ajoutée, ça va être faire ça, mais en mieux. Donc le mieux, c'est on va avoir un animateur qui est très puissant sur cible, qui est Guillaume Play, et on va mettre de la production value. Mettre de la production value, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un animateur sur un fond vert avec une monocam, on va le mettre dans un studio avec des co-animateurs. On va faire 3-4 cams et une émission sur 2 ou une émission sur 3 sera tournée en extérieur avec des invités, en live, avec des sacs à dos 4G pour diffuser du live. Donc on a fait ce choix. On fait ce choix de la production value. C'est un pari. On est obligé de prendre des paris industriels comme quand on décide d'investir sur un jeu vidéo. On verra si on a raison ou pas, ou si finalement il fallait tourner avec un seul animateur sur fond vert. Et c'est uniquement l'appât du gain et l'intérêt des questions qui fait le job. Nous, on pense qu'il y a un intérêt à ce que le produit audiovisuel en tant que tel soit un divertissement de qualité. Mais alors, franchement, on le saura dans un mois. Et cela dit, par curiosité, je ne sais pas qui vous êtes dans la salle, mais par curiosité, je vous invite à télécharger, c'est parce que ça va changer comme business model pour Webedia, à télécharger l'application et à voir à quoi ressemble cette nouvelle forme d'audiovisuel interactif dans les apps. C'est intéressant à regarder. Oui, ça existe sur Android, bien sûr. J'avais une question. Je voyais que que ce soit les youtubeurs ou les personnes auxquelles vous associez sont quand même des personnes, que ce soit Norman, qui ont 10 ans derrière. C'est pas des youtubeurs qui viennent de sortir. On le voit avec des chaînes comme Arte ou France Télévisions qui vont de temps en temps aller chercher des plus jeunes auteurs. Est-ce que parce que je sais qu'il y a des auteurs, et est-ce que c'est dans votre vue d'aller chercher aussi des gens qu'on ne connaît pas nécessairement et de les faire sortir, plutôt que de vous adosser à des gens qui ont déjà une communauté et finalement vous associez à leur communauté et leur historique plutôt que de le développer vous-même? Ça dépend pour faire quoi. En fait, l'histoire de Webedia n'a rien à voir avec celle de Golden Moustache ou Studio Bagel qui se sont constitués comme des studios. C'est-à-dire qu'on réunit des talents en les faisant bosser avec des réalisateurs, avec des auteurs. Nous, la plupart des talents avec lesquels on travaille s'auto-produisent. Donc ils écrivent, ils filment, ils jouent et ils montent leurs propres vidéos. Donc on les a accompagnés dans leur croissance, mais c'est assez rare qu'ils nous disent « j'ai envie de bosser avec tel réal, j'ai besoin d'un co-auteur ». Donc de ce point de vue-là, tant qu'on travaille avec ces youtubeurs, producteurs, auteurs, là, on n'a pas forcément besoin de s'adosser à d'autres types de talents. En revanche, lorsqu'on commence à travailler sur de la production type, de la fiction de 22 minutes, de 26 minutes, de 52 minutes, d'où le sens de travailler avec une société comme Elephant, bien sûr, on a besoin de nouveaux talents et qu'ils se fassent connaître. On a une toute dernière question rapidement parce qu'on a déjà... C'était un prolongement en fait de la question de la demoiselle plus haut. Justement, comment vous faites pour faire émerger des nouveaux talents influenceurs? Parce que c'est assez marrant, parce que sur les 3 présentations, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, grosso modo. Et c'est toujours les plus puissants. Mais il y a bien un moment où, en fait, il y en a d'autres qui montent, qui touchent d'autres communautés. Et donc, comment ces influenceurs-là, vous les identifiez et comment vous les faites monter? Alors, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent pour vous.
entre guillemets, c'est-à-dire pour le grand public, c'est-à-dire que dès qu'on commence à descendre en dessous de Squeezie, on met 90% du public complètement à la ramasse, sauf à ce que vous soyez fan de jeux vidéo et que je puisse vous sortir des Trappas, des Mamie Twink, des gens comme ça. En revanche, oui, on fait deux choses, c'est on fait beaucoup de scouting, donc on regarde les talents qui émergent, parce qu'en général, YouTube ou Instagram sont des plateformes où les talents ont émergé spontanément. Donc on les regarde. Et l'autre chose qu'on fait, c'est la puissance du réseau. Il y a 2 talents qui étaient, entre guillemets, dormants depuis 5-6 ans dans le réseau d'M6, qui s'appellent McFly et Carlito. Je dis entre guillemets dormants parce qu'ils faisaient partie du collectif Golden Moustache, mais ils n'avaient pas développé leur chaîne YouTube. Ils nous ont rejoints il y a à peu près 1 an et demi. Ils ont dû fêter leurs 3 millions d'abonnés il y a 3 mois et ils sont en pleine explosion. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a repérés, mais ils n'étaient pas débutants, et surtout on les a mis dans un réseau. Dans un réseau, ils côtoient Squeezie, ils côtoient Cyprien. Bah, c'est con, mais le fait de s'inviter dans une vidéo d'un tel et un tel, parce qu'il y a une complicité qui se crée, et de faire ce qu'on appelle des featuring, des caméos, bah, ça change votre puissance du jour au lendemain. En revanche, on ne peut pas le forcer. Si Squeezie vous aime pas, vous ne serez pas dans une vidéo de Squeezie, et réciproquement. En revanche, s'il se passe quelque chose, si nous on arrive à favoriser ces croisements, ces crossovers entre talents, ça change tout. Et en effet, on a été capable, nous, de faire émerger des gens qui n'étaient pas personne, mais qui sont devenus dans le top 10 des influenceurs de France grâce à l'écosystème réseau. Merci beaucoup.